sera le 47e président ou présidente des États-Unis? On va le savoir dans quelques instants, même si l'écart se creuse en ce moment entre Donald Trump, qui arrive en tête dans de nombreux États, et Kamala Harris. Bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous sommes en direct, il est 9h20 à Beyrouth. Nous sommes en compagnie dans nos studios de Ici Beyrouth avec Élise Yédé, qui est un journaliste de notre rédaction, spécialiste des États-Unis, et M. Charles Chatouni, enseignant, chercheur, universitaire, et vous avez travaillé aussi très longtemps, une dizaine d'années, je crois, à l'université de Georgetown. Voilà. Vous restez avec nous. On va parler de ce jour historique, parce que c'est une élection historique et mondiale, parce que le président ou la présidente des États-Unis, eh ben, ça influence le monde entier. Nous allons être en direct également avec nos envoyés spéciaux. Nous avons 2 envoyés spéciaux aux États-Unis, Tilia Hello et Rémi Amalvi. Je vous propose déjà de regarder les résultats en infographie, si on les a sur le pourcentage des voix en ce moment, le réparti entre les 2 candidats. Voilà. Alors les pourcentages de voix, ça ne veut pas dire grand-chose aux États-Unis parce que le système électoral est différent. C'est un scrutin universel indirect, c'est-à-dire que les Américains votent pour des grands électeurs. Et il y a par État un nombre de grands électeurs en fonction de la population de ces États. Ça va de 3 grands électeurs à 54 pour la Californie. Ensuite, ces grands électeurs élisent le président. Et il faut 270 électeurs, grands électeurs, pour être proclamé président des États-Unis ou présidente. Alors, je vous propose sans plus tarder de rejoindre Tilia Hello, qui nous attend quelque part devant la Maison-Blanche aux États-Unis, à Washington. Tilia, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, oui, Tilia. Je suis là. Bonsoir. Enfin, bonjour pour vous, bonsoir pour nous. Voilà. Alors, Tilia, est-ce qu'on peut dire que les sondages se sont trompés, encore une fois? Parce qu'on prédisait l'élection la plus serrée de l'histoire des États-Unis. Il semble qu'elle ne soit pas si serrée que ça et que Trump soit vraiment sur le point de l'emporter. On reste au conditionnel. Hein. Le dépouillement n'est pas terminé partout. C'est ça. En fait, durant toute la soirée, nous étions là. Nous étions aussi dans les quartiers généraux du Parti démocrate et du Parti républicain ici à Washington, D.C. Nous avons pu voir que depuis le début de la soirée, aux alentours de 18h, que en fait, Donald Trump était en train de remporter petit à petit les votes des grands électeurs dans les différents États. Il est actuellement 2h23 ici à Washington, D.C. du matin et apparemment, Donald Trump aurait remporté la plupart des swing states, dont la Pennsylvanie qui comporte plus de 39 grands électeurs, 38 je crois. D'ailleurs, le président du Congrès, le patron du Congrès américain, a dit que pour eux, c'est Donald Trump qui est président. Donc, on attend une adresse de Donald Trump qui devrait se faire dans les prochaines minutes. Kamala Harris, enfin, malheureusement, heureusement, indépendamment des affinités des gens. Et pour le moment, enfin, c'est pas vraiment une victoire. C'était pas du tout ce dont elle s'attendait. C'est vraiment très timide comme performance, on va dire. Mais Donald Trump, comme on dit en anglais, is winning with a landslide. Donc, voilà. Alors, vous qui avez suivi toute la campagne aux États-Unis, c'est une des rares fois où l'étranger était dans la campagne. Pour les Américains, d'habitude, les Américains ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe dans le monde. Là, il y a eu cette histoire de lettre de Trump aux Libanais, il y a la guerre au Liban, il y a la guerre à Gaza. Est-ce que vous l'avez senti pendant toute la campagne, vous qui étiez sur place, cette présence inédite de l'actualité internationale? On l'a surtout senti dans le Michigan et en Pennsylvanie quand nous étions sur place et nous avions interviewé des gens de la communauté libanaise et donc effectivement et de la communauté arabe à Detroit. Donc en fait, d'après ce qu'on a pu voir, c'est que ces gens-là, qui constituent une grande partie de l'électorat de ces 2 États que je viens de citer, étaient très inquiets par rapport à l'avenir du Liban et de Gaza et avaient dit qu'ils allaient voter en fonction de ces 2 guerres. Donc, en fait,
il y a eu beaucoup de gens à Michigan avec qui nous avons eu la chance de parler, qui nous ont dit qu'ils voulaient voter pour Donald Trump parce que c'est un vote sanction envers Kamala Harris et Joe Biden. Nous avons aussi eu l'autre revers en Pennsylvanie. On nous a dit que bon, ils allaient toujours voter pour une position très radicale contre l'Iran. Donc, évidemment, comme on sait, qui est évidemment impliqué dans la guerre à Gaza et au Liban. Donc voilà, la communauté arabe et libanaise voulait Donald Trump. Ce que je pense est en train d'être le cas maintenant dans le dépouillement des votes, c'est ce qui est en train de paraître. Et il y a un mot, l'étonnant vote latino en faveur de Trump. Trump qui dit... Oui, ça a été la grande surprise de la soirée. Parce que Trump qui dit que le Porto Rico, enfin c'était pas lui, c'était un comédien qui était à un de ses rallyes, qui avait dit que c'était une île flottante d'ordures et ça avait causé un tollé fou ici aux États-Unis. Et puis étonnamment, la communauté portoricaine qui est la communauté latino qui est en grande majorité portoricaine dans le Michigan a voté pour Trump. Donc c'est vraiment surprenant. Et la communauté Porto Rico, qui a un statut spécial, il faut le rappeler, les portoricains ne votent pas pour l'élection présidentielle. Donc le comédien en question s'est senti un peu malin de faire de l'humour. Voilà. Une blague de mauvais goût. On attend aussi, il y a d'un instant à l'autre, une déclaration de Trump en Floride, dans son quartier général. Oui. Donc il va certainement annoncer sa victoire. Il ne va pas donner autre chose. Parce qu'en tout cas, il était certain, d'ailleurs, tous les médias ici l'ont dit, toutes les chaînes de télévision l'ont dit, si Trump remporte la Pennsylvanie, c'est qu'il a remporté les élections. Par contre, Kamala Harris ne va pas parler aujourd'hui. Il a été annoncé qu'elle parlerait demain. Oui. Ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que peut-être elle veut peut-être revoir ses calculs parce que le camp démocrate ici était presque sûr qu'elle allait l'emporter. Donc j'imagine que c'était une grosse peut-être déception, mais aussi un coup dur à encaisser parce qu'il faut aussi rappeler que Kamala Harris n'avait pas été choisie par le camp démocrate. Elle a gagné, oui, vous voulez, un peu c'est par défaut. Elle a pris la validation ou le hockey du camp démocrate une fois que Joe Biden s'est retiré de la course présidentielle. Donc en fait, il y a toujours eu ce sentiment comme quoi les Américains ne l'ont pas choisi, les démocrates ne l'ont pas choisi pour participer à la course présidentielle. Donc maintenant, c'est apparemment Trump qui a remporté et qui est très fier de le crier sur tous les toits. Ok, merci Tilia. Vous restez s'il vous plaît avec nous. Il y a de fortes chances qu'on revienne vous voir. On fera un détour aussi avec Rémi Amalvi qui lui était chez les probables perdants, les démocrates. Retour dans le studio. Élie Ziédé, qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment? Il est 9h30 à Beyrouth. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment? Que les sondages se sont trompés, que les Américains, comme parfois quand on vote un peu à l'extrême dans d'autres pays, dans les sondages, les Américains ne disent pas pour qui ils votent. Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire Les sondeurs, on peut remarquer que ça fait déjà 3 élections que les sondages n'arrivent pas à donner le bon résultat. Après, je pense que les sondeurs américains, cette fois-ci, ont été plus prudents que d'habitude et donné 49-49. Ils se sont trompés quand même. Ils se sont trompés. Je pense qu'ils donnaient du 49-49 avec les 2% de marge d'erreur qui étaient très précises. Après, ils se sont trompés n'ayant pas prévu peut-être je ne vais pas dire que c'est un raz-de-marée, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais cette victoire éclatante de Donald Trump, qui est en train maintenant actuellement de parler à ses soutiens dans son QG en Floride. Ce n'est pas finalement un sondage, c'est quoi? C'est de récupérer un échantillon d'une personne, un échantillon d'une population, 1000, 2000 personnes, et faire des questions de sorte à que ce puisse être représentatif de la population. Sauf qu'il ne faut pas oublier que, contrairement par exemple à la France, on est habitué au sondage en France,
ou dans d'autres pays européens, peut-être les États-Unis, c'est un système fédéral. Il y a 50 États, il y a 50 différentes lois électorales, 50 différentes façons d'être électeur aussi, parce que certains États, on peut être citoyen et résident dans l'État, mais ne pas être électeur dans l'État. Donc c'est tellement complexe, c'est tellement, même parfois au sein de l'État, au niveau des counties aussi, les counties ont certaines prérogatives au niveau des lois, des listes électorales. Donc c'est tellement compliqué d'avoir exactement une population qui est vraiment bien représentée en ne prenant, parce qu'au final les sondeurs ne peuvent pas aussi sonder chaque jour 10 000 personnes. Ils sondent 1000 personnes, 1500, 2000 en fonction. Donc ce n'est pas si facile que ça. Et puis c'est un très grand pays, il y a 244 millions d'électeurs. On pense que 160 millions sont allés voter, c'est-à-dire 66%. Exactement. Voilà. Et pour montrer, pour illustrer ce que vous dites, je vous propose de regarder l'infographie qu'on a préparée avec cette carte des États-Unis qui montre les États en rouge et les États en bleu pour les démocrates. Et on voit M. Chartouni, on voit quand même qu'il y a vraiment beaucoup de rouge sur cette carte et très peu de bleu. Quelques violets. Le violet, ce sont les États, les swing states, les États clés. Et donc voilà. Quelle est votre réaction quand on voit une carte comme ça? Voilà, en visualisant un peu cette cartographie politique, on réalise une chose très importante, c'est que aux États-Unis, le découpage politique est net et précis. C'est-à-dire, traditionnellement, on connaît qu'il y a des États bleus et il y a des États rouges qui correspondent finalement au clivage démocrate républicain aux États-Unis. Donc ça, c'est un clivage qui est institutionnalisé presque dans la vie politique. Et puis, il y a un autre clivage qui est plutôt transversal, qui concerne ce que j'appelle, et ce qui a été quand même assez distinctif de la campagne électorale à laquelle nous avions assisté, ce qu'on appelle la guerre culturelle qui sévit aux États-Unis, et qui a eu quand même un rôle assez important dans les alignements et les réalignements politiques dans le pays. Alors, à l'instant, Donald Trump a annoncé sa victoire depuis la Floride. Donc, il n'attend même pas la fin. Il a dit « Merci de m'avoir élu ». Oui. Il vient de dire « Je vais remettre l'Amérique sur les rails ». Et merci. On l'écoutera un peu plus tard sur nos médias, ici Beyrouth et des Beyrouth, mais il vient d'annoncer sa victoire. Techniquement, si on prend au niveau calcul des délégués électoraux, il a confirmé pour l'instant 267 délégués sur les 270, voilà. Et en considérant que l'Alaska n'a pas encore été annoncé. Et l'Alaska est connu pour être un État rouge, un État républicain, donc il peut très facilement dire, et comme disait notre correspondante, notre envoyé spécial aux États-Unis, Tilia Hello, que tout le monde disait que si la Pennsylvanie, que celui qui gagne la Pennsylvanie est le gagnant. Oui. Alors je veux juste rappeler, continuer sur le système de vote. C'est-à-dire, quand il y a des grands électeurs dans un État, même si vous avez une voix, un candidat a une voix de plus, il rafle tous les grands électeurs de l'État. C'est le système de The Winner Takes It All. Donc c'est juste ou injuste. Ce qui peut donc expliquer que parfois, c'est arrivé 2 fois récemment lors de l'élection de George Bush et en 2016, celle de Hillary Clinton face à Donald Trump, où Hillary Clinton, par exemple, avait plus de voix en pourcentage que Trump, mais Trump a gagné parce qu'il avait raflé les grands électeurs par État. Je reviens à vous, M. Chartouni, mais on me dit que Rémi Amalvi, notre second envoyé spécial aux États-Unis, est prêt. Rémi, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Vous êtes aussi à Washington. Et vous étiez avec les démocrates. J'imagine que l'ambiance était très différente. Oui, non, c'était pas du tout la fête avec les démocrates ce soir. En début de soirée, quand les stations de vote ont commencé à dépouiller les votes et qu'on a commencé à voir quelques résultats, Kamala Harris était relativement derrière. Donald Trump était vraiment même en tête. Donc les mines étaient graves. Au fur et à mesure de la soirée, quand elle a commencé à le rattraper, ça allait un peu mieux. Les gens souriaient. Il y avait des applaudissements à chaque annonce d'une possible victoire, pardon. Mais bon, au bout d'un moment, l'écart a recommencé à se creuser et là, les mines étaient à nouveau graves. Et un signe
un signe du manque de conviction pour une possible victoire ce soir. Kamala Harris avait prévu de parler à l'université Howard à côté de Washington. Elle avait organisé son meeting de campagne là-bas. Et environ vers 1 ou 2 heures du matin, entre 1 et 2 heures du matin, au final, elle n'est pas venue et c'est l'un de ses conseillers qui est venu prendre la parole pour dire qu'elle ne s'exprimerait pas ce soir et qu'elle s'exprimerait que demain. Et ça a signé la fin de la soirée, les gens ont commencé à partir et voilà, depuis on n'a plus trop entendu parler des démocrates. Est-ce que vous pensez, alors il est peut-être un peu tôt pour faire des analyses, mais je vous pose quand même la question, tant pis pour vous si vous n'avez pas la réponse, est-ce que vous pensez que cette campagne de micro-ciblage des démocrates, Kamala Harris, c'est-à-dire les Afro-Américains, les Arabo-Américains, a fait plus de tort que de bien? Alors que Trump, il a fait la même chose, mais Trump s'adresse aussi à l'Amérique profonde. On en parlera aussi avec Elie et Charles Chartouni. Est-ce que ça a servi? Je pense que oui, effectivement, il est un peu tôt pour le dire. Ça a fonctionné à certains endroits, c'est sûr, parce que selon les localités, je veux dire, elle n'a pas perdu pour l'instant. L'écart n'est pas si grand que ça, donc ça a forcément fonctionné. Est-ce que ça a servi totalement? Non, sinon elle aurait gagné. Mais c'est sûr que ça a au moins fonctionné en partie. À certains endroits, ça lui a permis de conserver, on va dire, les bastions démocrates qui sont toujours là, enfin la plupart. Mais non, ça n'a pas été totalement utile. Est-ce que le fait qu'elle soit une femme a joué contre elle? Alors ça, c'est pareil, c'est une bonne question, mais je pense que c'est un peu tôt pour le déterminer. Ce qui est sûr, c'est que dans les États, par exemple les États du Midwest, les États du Sud, bon là, elle a perdu, mais bon, Biden en 2020 avait également perdu. Donc là, c'est sûr, elle a perdu parce qu'elle est démocrate. Est-ce qu'elle a perdu parce qu'elle était une femme? Il est trop tôt pour le dire, c'est sûr. Mais peut-être que ça, pardon, excusez-moi, peut-être que ça n'a pas aidé, c'est sûr. Et le fait aussi qu'elle ait pris le train en marche, comme disait-il il y a tout à l'heure. C'est-à-dire il y avait Biden, puis tout d'un coup on s'est rendu compte que Biden n'était pas en état forcément, et voilà. Et donc elle l'a remplacé au pied levé, alors que Kamala Harris, en tant que vice-présidente, objectivement, elle était extrêmement discrète à tout le moins. Absolument, elle a commencé sa campagne, si je ne dis pas de bêtises, elle a commencé le 21 juillet, donc c'était il y a un peu plus de 3 mois. Donc c'est rien en fait, sur l'espace d'une campagne électorale présidentielle, ce n'est pas du tout assez pour tenter de convaincre les électeurs. Et puis comme l'a dit Tilia avant moi, en fait les électeurs ne l'ont pas vraiment choisi, même les démocrates. Il n'y avait personne contre elle pour se présenter à une possible primaire, il n'y a pas eu de primaire en fait, elle s'est présentée et le vote c'était est-ce que vous m'acceptez oui ou non. Donc il n'y avait pas d'autre alternative, donc forcément les électeurs démocrates ont massivement voté oui. Mais bon, ça n'a pas suffi. Merci Rémi, restez aussi avec nous dans le froid de Washington. C'est pas bien grave. On fournira le Doliprane après. Elie, Donald Trump vient de dire « Nous écrivons l'histoire ». Donald Trump est un showman qui adore les hyperboles, qui adore se mettre au centre, de se croire le nombril du monde. Il peut l'être de temps en temps, être le nombril du monde en tant que président des États-Unis, mais les phrases, ces expressions, ces phrases de Donald Trump n'étonnent plus, je pense. Depuis, ça va faire 9 ans que Donald Trump est, non même plus, ça fait 10 ans qu'il est une personnalité publique politique aux États-Unis, depuis sa candidature la première fois en 2014-2015. Tout le monde a vu que c'était une blague d'abord, quand il voulait être candidat à la primaire républicaine. Les gens ont rigolé, genre, oui, qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, le type, à plus de 70 ans, je n'ai pas son âge exact. 72, je 72, c'est, je crois, le plus vieux candidat aux élections. Il danse pendant ses meetings, il adore le show-off, il est allé travailler au McDonald's, dans le drive-thru du McDonald's. Il est allé conduire un camion poubelle après cette histoire de portoricain et d'île poubelle. Le type est un showman. Et ça réussit. Je vous pose à tous les deux, je ne sais pas qui veut répondre, la même question sur le micro-ciblage de la campagne de Kamala Harris. Est-ce que ça a desservi, ça a servi Vous voulez dire au juste C'est-à-dire qu'elle est allée chercher les Afro-Américains. Elle n'a pas vraiment parlé à l'Amérique profonde.
Oui. Elle est allée chercher les latinos en jouant sur l'histoire de Porto Rico et on découvre que les latinos votent Trump. Oui. Mais à mon avis, si vous voulez, la grande faute stratégique un peu de ceux qui ont conçu la campagne de Kamala Harris, c'est qu'ils ont échoué à se projeter à un niveau national. Donc, elle a été perçue d'ores et déjà comme étant la candidate partisane par excellence et donc, elle s'est aliénée quand même une partie de l'électorat. Donc, elle s'est aliénée quand même la possibilité de s'adresser ou bien de ratisser large au-delà de son espace habituel. Et c'est ça ce qui lui a valu finalement cet échec. Parce que un président des États-Unis devrait avoir une chose en tête, c'est qu'il se projette dans l'avenir prochain pour qu'il devienne le président de tous les Américains et non pas le représentant d'une partie des Américains. C'est une chose à laquelle elle a failli. Et les stratèges, quand même, n'ont pas été suffisamment perceptifs à ce niveau-là pour qu'ils puissent éviter ce genre de positionnement qui était un peu maladroit. Et puis aussi, Elie, ce qu'on disait avec Rémi, c'est-à-dire que pendant tout le mandat de Biden, elle était quasiment absente, on ne la voyait jamais, enfin en tout cas nous. Et puis là, paf, elle est propulsée, et donc alors que Trump se prépare. Oui, elle a des circonstances atténuantes pour sa défaite. Le fait, déjà, tous les problèmes de la campagne de Biden qui a fait perdre les démocrates un certain nombre de soutiens. En juillet, fin juillet, début août, même, on a dû attendre que les Obama officiellement soutiennent la candidature de Kamala Harris pour que la tendance remonte un peu chez les démocrates. Mais elle n'a eu que 100 jours, une centaine de jours, un peu plus de campagne électorale. Sur le micro-ciblage, c'est une technique qui a fonctionné déjà depuis l'époque de Obama en 2008. À l'époque où avec les réseaux sociaux, avec Internet, il était plus simple de faire du ciblage pour faire du porte-à-porte, de sorte à pouvoir parler avec chaque citoyen, chaque voteur, de plus parler exactement de ce qu'il veut entendre ou des sujets de ces sujets de préoccupation. Trump également a fait la même chose à une plus grande échelle aussi en 2016 avec l'aide des réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, le micro-ciblage est le problème ou est-ce qu'aujourd'hui le problème est de se concentrer sur 7 ou 8 swing states et qu'à ce moment-là, l'élection, comme disait Charles Chartouni, alors que ce doit être une élection pour parler de toute l'Amérique, on se retrouve à parler de sujets qui n'intéressent que ces certains swing states et même pas tous les swing states. On parle souvent avec la population majoritaire de ce state de sorte à ce qu'il bascule. Donc on se retrouve à avoir une campagne électorale qui se concentre sur les latinos par exemple, ou les arabes au Michigan, ou les latinos que ce soit en Pennsylvanie ou dans d'autres États, et on va se concentrer sur ça, tandis qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus transversaux sur toute l'Amérique, qui sont des sujets qui ne sont pas abordés. On retourne à Washington pour retrouver Tilia. Hello. Tilia, les républicains ont remporté aussi le Sénat. Oui, à grande majorité. Oui, et Donald Trump vient aussi, après avoir remercié son épouse qu'il a appelée la première dame. Il n'attend même pas les résultats, Trump. Il a appelé la première dame. Il a dit que la Chambre des représentants aussi était en bonne voie pour tomber dans l'escarcelle républicaine. Cela veut dire qu'en fait, il aura tous les pouvoirs, tous. Et donc, il pourra mettre. C'est un raz-de-marée. Oui, il va pouvoir mener la politique qu'il souhaite, qu'il veut. Absolument. Donc, il n'a aucune, j'allais dire limite, mais aucune borne. Vous êtes aux États-Unis, il n'a pas un pouvoir illimité, il y a une constitution, il y a des institutions. Il ne faut pas oublier qu'ils ont essayé pendant plusieurs années de faire un impeachment et l'empêcher de continuer son mandat. Il y a toujours l'opposition et elle restera là. Et bien que, bon, peut-être pour le moment, elle est un peu affaiblie, mais elle restera là. Et puis les Américains, je ne crois pas que ce soit un peuple qui accepte les abus de pouvoir. On verra. De toute façon, vous partez du principe qu'il y a un abus de pouvoir. Pas forcément, Tilia. Mais... Non, pas forcément. Mais au cas où ça... Parce que vous l'avez insinué plus tôt, donc... Je voulais aussi vous poser une question. Vous qui êtes là-bas,
Est-ce que, vous avez suivi la campagne, on l'a déjà dit, est-ce que vous pensez ou vous sentez que ce qu'il a appelé un acharnement judiciaire depuis la fin de son mandat contre lui, il y a eu plein de procès, etc. Et les deux tentatives d'assassinat où on se souvient de cette photo qui lui donnait des allures quasi christiques à Donald Trump, est-ce que vous pensez que ça a joué en sa faveur, vous qui sentez le pouls du peuple là-bas? C'est probable. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu des t-shirts partout là où on était de cette fameuse photo avec l'oreille ensanglantée. Donc, ça a été un moment, comme on disait à l'époque, de pop culture, qui se retrouve qui se trouvait sur plein de t-shirts et de marchandises de marketing. Donc, il a sûrement tablé sur ça pour essayer de gagner la sympathie des gens et pour dire que c'était une personnalité qui était on ne va pas dire persécuté, mais qui ne faisait pas, qui ne plaisait pas à tout le monde. Il a joué sur ça. C'est sûr. Enfin, on ne sait pas si c'était une vraie tentative de meurtre, mais ce qu'on sait, c'est que l'opération de com, elle était parfaite, de bout en bout. Vous vous avez côtoyé aussi son entourage. On va tout révéler, toutes les confidences. Vous étiez dans son entourage où il a un gendre libanais et son conseiller pour le Proche-Orient et pour le monde arabe est libanais, M. Boulos. Il avait fait une lettre pour les Libanais. On va en parler aussi avec Elie et Charles. Est-ce que la communauté libanaise y croit à ça? J'imagine que oui. C'était plutôt mitigé, oui, mais c'était plutôt mitigé. Il y avait des gens qui ont dit que c'était une lettre qui était ridicule, qui ne faisait qu'à peine un paragraphe et qu'elle aurait eu, ça aurait été mieux qu'elle n'existe pas. Et il y a eu une autre partie de la communauté qui, au contraire, a salué cette lettre et a trouvé que c'était un pas qu'il faisait envers elle et que c'était de la bonne volonté, en fait. Il y a des gens, cette lettre a séduit beaucoup de gens et comme elle a eu l'effet contraire chez d'autres. Ok, restez avec nous, Tilia. Hein. On va vous utiliser jusqu'au bout, si vous le voulez bien. Charles Chartouni, cette lettre pour le Liban, c'est la première fois, d'après ce que je sais, qu'un président américain en campagne écrit une lettre pour les Libanais. Oui, c'est quand même une démarche qui est à saluer en un sens. C'est-à-dire, qu'un président des États-Unis se prononce sur des enjeux se rapportant au Liban, c'est une chose qui est à saluer et reste à ce que les Libanais, finalement, avec la nouvelle administration, mettent à profit cette démarche et qu'ils essayent de l'exploiter à d'autres fins, finalement. C'est là où le bas peut blesser. C'est que vous faites confiance aux dirigeants libanais, peut-être? Non, je ne parle pas des dirigeants libanais, je parle de la société civile et je parle quand même de la communauté libanaise qui est fortement représentée aux États-Unis. Et il ne faudrait pas oublier une chose, c'est que les Libanais sont fortement représentés sur l'ensemble des États-Unis et ils sont quand même mobilisés d'une manière ou d'une autre, etc. Et donc, ça peut servir de tremplin pour justement relancer l'administration sur les affaires libanaises, alors que les affaires libanaises ont été suffisamment marginalisées et pendant assez longtemps. Je vous propose de regarder de nouveau la carte des États-Unis réactualisée, parce que sur les sondages, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc je ne sais pas pourquoi Maï Saloum m'a demandé de reparler de cette carte. Merci de nous faire perdre notre temps. Non, les chiffres. Est-ce qu'on a la carte des États-Unis? Oui, la carte des États-Unis réactualisée. Voilà, toujours autant de rouge, mais ça n'a pas beaucoup. Comme vous le voyez, on a 267 délégués républicains qui sont confirmés. Donc, comme par exemple la Géorgie qui a flip, c'était un des swing states, la Caroline du Nord. Donc on voit que ça c'est en rouge, c'est la Pennsylvanie aussi. Et quand on voit l'Alaska, qui n'est pas un swing state, mais l'Alaska qui est donc seulement un état dont on n'a pas encore les résultats définitifs, l'Alaska, 3 délégués officiellement. Donc l'Alaska, au moment où les résultats seront sortis, ça fera 3 délégués en plus pour les républicains. Et donc officiellement, 270 délégués pour le Parti républicain et pour le candidat Donald Trump. Alors, pendant ce temps, Donald Trump continue à parler, donc au fur et à mesure, on vous dira ce qu'il dit. Et Elie, je vous pose... Il veut fermer les frontières, il dit maintenant.
fermer les frontières, il a voulu fermer les frontières aussi. Mais il voulait construire un mur et il a faire commencé. payer les Mexicains. Oui. Il a construit un bout de mur qu'il a payé lui-même. Oui, oui. Donc c'est ça aussi, c'est ça. Moi, c'est ça, je pense aussi un peu peut-être que les Américains et le monde aussi va voir dans les mois qui suivent, dans les prochains mois, que parfois aussi Donald Trump a tendance à faire des grandes déclarations et ne pas pouvoir les appliquer. On peut parler de la lettre, par exemple. Voilà, Les je voulais Libanais, vous poser vous la avez question. parlé du gendre libanais, mais on a un autre gendre qui est aussi, si je ne me trompe pas, ou israélien ou juif orthodoxe, et qui est très proche d'Israël. Donc la question aujourd'hui, est-ce que Donald Trump... La guerre des gendres. Est-ce que ça va être une guerre? Est-ce que Donald Trump va voir... Et c'est la question, est-ce que le Proche-Orient aujourd'hui va être vu par les Américains d'un prisme israélien, d'un prisme libanais, je doute, ou d'un prisme global arabe, avec les pays du Golfe, l'Iran. Il y a la lettre. Dans cette lettre, Oui, mais la Donald lettre, Trump promet la paix et la prospérité Comment au Liban. Comment? Alors, Oui, la paix et la prospérité. il a les moyens. Je vous rappelle qu'entre 90 et 2000 et 2005, techniquement, le 3/4 du Liban était en paix, mais était en occupation. Oui. Donc, est-ce que c'est ça la paix qu'on veut? Ah oui, le retour des Syriens, vous pensez, à la place des C'est ça que je veux Iraniens. dire, c'est qu'aujourd'hui, la paix, qu'est-ce que ça veut dire, avoir la paix? Vouloir la paix. Et la prospérité. Et la prospérité. Il a écrit Vous ça. savez ce qu'on peut Sortir faire de aussi. de l'état de guerre. Sortir de l'état de guerre. Mais sur quel... En 83, les Libanais et les Israéliens ont failli signer un accord de paix. Mais est-ce que c'était vraiment une paix? Parce que le Liban était en guerre, était même en guerre en interne. Il y avait des problèmes. Donc aujourd'hui, dire qu'on veut imposer la paix, très bien. Je pense qu'aujourd'hui, Donald Trump a plus de chances d'imposer un cessez-le-feu que Kamala Harris, que Donald Trump, président, aura plus, vu son style, aura plus de moyens pour imposer ou pour vivement demander à Benjamin Netanyahou un cessez-le-feu. Mais est-ce que ça veut dire une paix? Je doute. Vous doutez aussi? À mon avis, c'est trop tôt. C'est trop tôt, justement. Dans sa lettre, il écrit, excusez-moi de parler de la lettre comme si c'était une parole d'évangile, Oui. mais ce que ça n'est pas. Mais dans la lettre, il dit, je vous promets la paix et la prospérité au peuple libanais. Voilà, donc ce sont quand même des énoncés Théorique. qui ont été... Non, qui ne sont pas des énoncés théoriques, mais ce sont des énoncés que j'avais entendus il y a peut-être 3-4 mois. C'est-à-dire il y a des gens qui sont proches de lui et qui sont libanais et qui se sont mis en contact avec lui dans le cadre de la préparation des élections, et il a tenu ce genre de propos. Donc quand même, le fait que le Liban soit présent dans son champ de perception est en soi une chose importante. Maintenant, est-ce que cela va se faire? Est-ce que cela va se concrétiser? À mon avis, ça va se concrétiser, mais par le biais quand même d'un règlement d'ensemble de la situation qui prévaut à l'heure actuelle au Moyen-Orient. C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier le traitement de la chose libanaise de l'ensemble de la situation qui prévaut à cette heure actuelle. Mais la question, est-ce que Trump, là c'est la question qui va se poser aussi, est-ce que Trump va reprendre sa politique qui avait mené aux accords d'Abraham, qui, je ne pense pas aujourd'hui, les accords d'Abraham, notamment après le 7 octobre, et cette histoire d'État palestinien qui ne fonctionne pas dans les accords d'Abraham, aujourd'hui, pour qu'une paix globale fonctionne avec une paix avec Israël, il faut les Saoudiens. Pour que les Saoudiens puissent voter, il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait un État palestinien viable. Et dans les accords d'Abraham, l'État palestinien n'est pas nécessairement viable. Et la question va se poser, est-ce que Donald Trump va continuer dans la même politique moyen-orientale qu'il avait entre 2016 et 2020, ou est-ce que les changements sur le terrain vont lui changer sa politique, ou bien au moins sa tactique? Moi, je suis de ton avis. Oui. Je suis de ton avis. Enfin, la dernière, justement, C'est mieux phrase quand on- résume. Oui, je veux juste, on revient à ça, parce qu'il y a un autre facteur aussi. Mais je voulais juste vous dire que, aussi bien Donald Trump dans son discours, que là, Vance, son vice-président, son futur vice-président, insiste beaucoup sur le fait que toutes les parties de la population américaine ont voté pour Donald Trump. C'est-à-dire ils sont dans une position non exclusive de ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Charles Chatoun, et qu'en fait, il se veut le président de tout le monde. Et bon, voilà, c'était juste pour vous donner une information. Président de tout le monde, la question c'est combien ont voté?
combien de minorités, parce que c'est intéressant aux États-Unis, ce qu'on n'a pas dans tous les pays démocrates, c'est d'avoir des recensements et des études et des sondages et des études qualitatives et des études quantitatives sur aussi ce qu'on appelle des minorités. Il ne se cache pas aux États-Unis d'avoir des communautés, comme en France par exemple. En France, on n'a pas le droit, c'est interdit par la loi de faire un recensement du vote musulman. C'est impossible. Les Britanniques ont ça et les Américains aussi. Et c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre. Et on va comprendre parce que là, on dit qu'il y a eu des Latinos et des Afro-Américains et des Latino-Américains qui ont voté pour Donald Trump. Il faudra attendre de voir combien au niveau national et combien au niveau des swing states pour voir combien c'est vraiment intéressant. Alors, je voudrais juste revenir avec vous, avant de peut-être conclure. Donald Trump, aux États-Unis, depuis George Washington qui avait refusé un troisième mandat, les présidents américains font 2 mandats maximum, consécutifs ou pas. Donc, Donald Trump sait qu'il ne fera pas on me parle à l'oreillette, c'est pour ça que c'est son dernier mandat. Oui, donc est-ce que ça lui donne plus de force pour réaliser ses projets, notamment au Proche-Orient? Parce qu'il a dit, pour le Liban, ça fait 20 fois que je le dis, paix, stabilité, développement. Et il a dit paix, Et d'ailleurs, il y a une très jolie photo de Donald Trump. Regardez cette photo. Est-ce que les internautes voient cette photo? Oui. Tout le monde voit cette photo, c'est magnifique. Donc voilà, encore ce que disait Elie tout à l'heure, ce champion du monde de la communication. Regardez, il a le drapeau américain derrière lui. C'est un winner. C'est l'Amérique qui gagne. C'est vraiment. C'est incroyable, Elie. Hein, c'est le show, c'est la com. Je sais pas, moi, c'est dans un autre pays, on oserait voir, il a quel âge, 70, un Jean-Marie Le Pen en 2002 en train de danser sur une estrade, ça ne serait pas passé. Oui. Mais avec Donald Trump, ça passe. Puis au Liban, sans président, c'est difficile de voir une image avec un président qui tient un drapeau. Mais pourtant, le drapeau libanais est beau. Il ne faut pas oublier ce côté patriotique que les Américains ont. Ce côté, non seulement que les Américains ont, mais aussi que ce que la base populaire de Donald Trump, qui est, on va le dire, qui est une base blanche, rurale, du centre de États-Unis, qui sont très dans cette idéologie c'est leur terre, c'est leur ranch, c'est leur champ. Pas seulement, évidemment, on voit qu'il y a des statistiques, même par exemple des banlieusards ou des suburbans et des urban communities, comme ils appellent ça, ont voté pour Donald Trump, tandis que généralement c'est un vote de la classe moyenne qui va aux démocrates. C'est quand même, il est en train de gagner plus de terrain au niveau de la population, mais à quel prix aussi en fonction des clivages que ça va créer. Alors voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Je voudrais vous dire 2 petites choses comme ça, de culture générale. Vous savez pourquoi c'est le premier mardi de novembre, tout le temps, les élections américaines? Eh bien, c'est parce que depuis 150 ans, les États-Unis, c'était un pays agricole, et que les agriculteurs, le premier mardi de novembre, c'était la fin des récoltes, avant l'hiver. Et donc, c'était intéressant à savoir. Voilà. Et pourquoi mardi? Parce que comme il n'y avait pas de voiture et de choses, donc c'était un moyen pour les, parce que le samedi on allait le dimanche on allait à la messe. Et donc les gens ne devaient pas se déplacer, devaient pouvoir avoir le temps pour aller mardi voter. C'est pour ça. Alors les prochaines dates, parce que les gens ne savent pas forcément qu'il n'est pas encore président. Donc le 17 décembre, ce sont les grands électeurs qui vont se réunir pour voter, pour élire le président. Et le 20 janvier, ce sera l'investiture, le 20 janvier à midi pile, sur les marches du Capitole, depuis toujours. Et pour l'anecdote aussi, derrière, quand le président, une fois qu'il a fini de jurer, prêter serment, la mallette des codes nucléaires qui l'accompagnent tout le temps change de main, les officiers changent la mallette et les codes sont changés automatiquement. Et c'est à midi pile. Et pour terminer avec mes histoires d'anecdotes, parce que ça montre que j'ai préparé quand même l'émission, en 81, Jimmy Carter
il y avait les otages américains à l'ambassade d'Iran, et il a attendu jusqu'à... Voilà, l'ambassade américaine en Iran. Il attendait, il négociait, il était au téléphone, etc., pour qu'il soit libéré pendant son mandat, donc avant midi. Et les otages étaient dans des avions à l'aéroport de Téhéran. Les avions n'ont pas décollé. Et Carter est arrivé au Capitole sans que les avions décollent. Et à la fin de la prestation de serment de Reagan, les avions ont décollé de Téhéran. Et c'est Reagan qui a pu annoncer la libération des otages. Comme quoi, il n'a pas de bol quand même, notre ami Carter. Comme quoi, c'est les symboles, c'est la communication. Toujours. Les Iraniens ont voulu, à l'époque, mettre jusqu'à la dernière minute Jimmy Carter en mal. Et ils ont dû aussi, ils s'attendaient peut-être que Ronald Reagan ait aussi beaucoup de poids, vu que c'était un républicain qui revenait pour renforcer les États-Unis. On peut même dire un MAGA plus tôt. Ouais. Et on va voir aujourd'hui les Iraniens, est-ce qu'eux vont négocier aujourd'hui avec un Donald Trump ou pas? Eh ben, il l'a dit, Donald Trump. Est-ce qu'eux vont le faire? Ah ben, ils vont être obligés. C'est pour ça que leur riposte prévue, ils ont prévenu tout le monde, les Égyptiens, le Bahreïn, le Qatar, en disant attendez, on va faire une riposte. Mais... Parce qu'il a dit je ferai un accord sur le nucléaire iranien différent de celui d'Obama. Restez sur Ici Beyrouth. J'espère que vous avez eu toutes les infos, mais en tout cas, c'est pas fini. Ici Beyrouth, This is Beyrouth, maintenant, sera en direct également, en anglais. Et toute la journée, les réactions, l'interview, le discours de Trump, les résultats finaux, tout ce qui concerne cette élection historique aux États-Unis, qui est beaucoup moins serrée qu'on nous l'avait annoncé, comme quoi les journalistes racontent n'importe quoi, mais pas nous. Restez avec nous sur Ici Beyrouth et This is Beyrouth. Merci.